L'ETF est bienvenue au webinaire sur l'évaluation de la performance des enseignants et formateurs. Notamment, donc, on va se concentrer sur cette évaluation. Alors, je vous dis tout d'abord que nous avons deux langues disponibles, français et anglais. Donc, il suffit de sélectionner le canal d'interprétation. Donc, en bas de page, donc, vous avez dans les contrôles la possibilité de cliquer anglais ou français. So while you are selecting, I will introduce myself. My name is Nadezhda. Je m'appelle Nadezhda et je fais partie du Forum Assurance Qualité ETF. Alors, j'espère que vous avez sélectionné la langue. Maintenant, je vais vous donner quelques indications techniques avant de commencer. Alors ici, sur la diapo, alors vous devez tout d'abord désactiver le micro, mais en tout cas, vous pouvez avoir la caméra activée à tout moment. Vous avez le chat à disposition pour toutes sortes de For communication. comment. Vous pouvez l'utiliser pour poser vos questions, commentaires. Vous pouvez écrire en français ou en anglais. Toutes les questions et les commentaires seront en fait lus pendant la question-réponse, la séance question-réponse. Donc, n'hésitez pas à écrire, à utiliser le chat. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et en fait, il sera mis à disposition pour la Fondation Formation européenne. Il y a aussi un formulaire à signer, mais si vous n'êtes pas d'accord pour ce qui est de l'enregistrement, alors vous pouvez désactiver la caméra. Alors, je vous demande également d'écrire le nom, le prénom et le pays d'origine. Donc, vous pouvez vous suivre les instructions qui sont à l'écran pour en fait écrire le nom, le prénom. Donc, vous devez choisir participant. Vous devez cliquer sur More et ensuite rename pour changer le nom. Et aussi, on peut voir les noms, prénoms, le pays d'origine. Et ceci, en fait, c'est utile pour nous. On est 60 aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont participer. Alors, j'espère que vous pouvez nous écouter et nous voir. Mais maintenant, je passe la parole à mon collègue Mounir, donc spécialiste senior, qui va vous présenter les orateurs et le contenu et l'agenda d'aujourd'hui. Merci. Merci, Nadia. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aux membres ETF. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, des membres que je connais. Je ne vais pas lire tous les noms, mais je suis très heureux, en fait, de voir que vous êtes nombreux. Merci, merci de votre participation. Alors, la question est la suivante. Pourquoi on va aborder donc ces sujets, à savoir l'évaluation des enseignants et des formateurs? Alors, si on pense à la formation, à l'enseignement, en fait, on peut considérer ces sujets de différents points de vue. On peut en fait voir comment les enseignants, les formateurs sont sélectionnés et comment donc le recrutement se passe, quels sont le système d'accès. Ensuite, on parle de développement professionnel continu, mais on parle également d'évaluation de la performance. On a choisi donc en tant que sujet l'évaluation de la performance des formateurs parce que en fait, on pense qu'on a
beaucoup d'études sur la formation, mais on n'a pas assez d'études sur l'évaluation de la performance des formateurs et des enseignants. Et en fait, il faut considérer les systèmes d'évaluation. Il y a des programmes qui sont en train de changer. Il faut considérer les exigences du marché. Il faut adapter la connaissance des enseignants et des formateurs. Et il faut aussi s'adapter à la situation courante. Et en fait, par exemple, la formation à distance, c'est le moment de la formation à distance et les enseignants ont dû s'adapter à cette approche nouvelle. Donc, et on va en parler aussi. La plupart des pays, en fait, ETF, sont impliqués, ils ont des systèmes modulaires, et, ils ont des systèmes basés sur les résultats. Et donc, il y a toute une série d'approches qui ont un impact sur la performance des formateurs. Les enseignants et les formateurs donc doivent s'adapter, mais il est nécessaire vraiment d'évaluer, de considérer la performance, la façon donc de faire les leçons, de faire les cours. Donc, il est très très important d'évaluer la performance des formateurs parce que ceci nous donne une idée du succès donc designed. So that's why assessment of teachers and trainers is very important, not only to know how teachers are coping with the new reforms, but as well how they are delivering them, how they are implementing the newly designed courses based on these new approaches and methodologies. So for that reason, we decided to look at assessment of teachers and trainers. And we are looking at it from this perspective. We've asked a couple of colleagues, one from a newer member state, which is from Romania. Aujourd'hui, nous avons un collègue de la Roumanie qui va présenter la situation. Et nous avons demandé donc à deux collègues de répondre à deux questions, notamment quels sont les mécanismes en fait qui sont utilisés pour évaluer la performance des enseignants. Il y a des différents mécanismes et donc on a demandé donc quels sont les mécanismes et ensuite qu'est-ce qu'on fait avec les résultats de ces évaluations. Est-ce que les résultats sont partagés donc pour améliorer la performance des formateurs? Quel est le but donc de l'évaluation? Et ensuite, une autre question qui a été posée est la suivante. Les enseignants et les formateurs aujourd'hui doivent proposer également la formation à distance et il y a des formateurs qui peut-être ne sont pas prêts pour ceci. Et donc, on a demandé, on a posé la question suivante, à savoir quelle est la préparation des enseignants et des formateurs pour ce qui est donc de la formation à distance. Voici les questions abordées aujourd'hui. On commence avec la présentation de la part de ETF. Donc, Eva va partager avec nous les résultats d'une enquête qui a été menée en fait en 2018. On commence par cette présentation et va nous présenter les résultats notamment de l'enquête. Ensuite, on passera à la présentation de la Roumanie
Et après ceci, la présentation de notre collègue du Maroc. Si vous avez des questions, alors comme on a déjà dit, il est possible d'utiliser le chat. Donc, n'hésitez pas à écrire les questions. Merci et bon travail à vous tous. On peut commencer avec la première présentation. Thank you very much, Munir. So I'm Merci. to Eva Yansova for her presentation. Over to you, Eva. Je passe la parole à Eva. Thank you, Nadia, and Merci Nadia. Munir. Merci Mounir. Munir said to Comme Mounir vient de le dire, on va préparer la scène pour les présentations de nos collègues de Roumanie et Maroc, en fait. Mais avant les présentations, je voudrais partager avec vous les résultats d'une enquête qui a été menée en 2018-2019 sur le développement professionnel continu et l'évaluation des enseignants et des formateurs. Alors, l'objectif, en fait, est d'examiner le développement professionnel continu, mais il y avait également d'autres éléments. On a posé des questions sur le travail des enseignants, des formateurs et sur l'évaluation. Alors, je vais vous donner quelques données et quelques informations clés sur l'évaluation des formateurs, des enseignants dans les pays sélectionnés qui ont participé à l'enquête. D'accord. Ici, vous avez l'objectif de l'enquête. Alors, notamment, l'enquête sur les enseignants. Donc, c'était une enquête menée auprès des enseignants et formateurs de formation professionnelle. Il y avait des sujets différents. Notamment, on voulait considérer, donc examiner l'offre de développement professionnel continu pour les enseignants et les formateurs. Il y avait deux groupes cibles, d'un côté les enseignants, les formateurs, et de l'autre les directeurs d'école. Donc, on a aussi posé des questions, on a analysé la situation de l'école, de l'établissement et de la gestion. On a aussi abordé les thèmes suivants, à savoir les conditions de travail, mentorat, participation au développement professionnel continu, les programmes, l'évaluation, la carrière et la possibilité de mobilité professionnelle. L'enquête a été menée dans 9 pays en 2018-2019. Et en fait, il s'agit de 9 pays que vous pouvez voir dans la diapo suivante. On a considéré les enseignants et les formateurs donc, de ces pays qui ont été impliqués dans l'enquête. Et je vais tout de suite vous montrer les résultats. Quelles sont les indications, quels sont les résultats principaux? Pour ce qui est notamment de l'évaluation, le retour d'informations, mais ensuite on va considérer également la participation des enseignants. Alors, tout d'abord, sur la base des résultats de l'enquête, on a considéré l'évaluation, les retours d'informations qui visent à soutenir le développement des enseignants. Dans la plupart des pays qui ont participé à l'enquête, les enseignants et les formateurs reçoivent donc cette évaluation, retour d'informations au moins une fois par an. Et donc, la conclusion est que les directeurs d'école sont ceux qui donnent un retour d'information aux enseignants.
Mais dans quelques pays, par exemple en Serbie, en Moldavie, en fait, il y a aussi un rôle important joué par les mentors qui donnent le feedback, donc le retour d'information aux enseignants. Pour ce qui est de l'évaluation, notamment dans la plupart des cas, on va analyser donc les performances des étudiants, mais dans quelques pays, par exemple en Algérie, en Tunisie, en Turquie, où on utilise aussi une sorte d'auto-évaluation. Donc, il y a une approche active. Et donc, sur la base de ces résultats, on peut dire que cette évaluation et retour d'information est fournie en fait de façon régulière aux enseignants. Sur la base des résultats, donc on a également considéré la possibilité et le soutien aux enseignants grâce à l'évaluation. En fait, c'est l'évaluation des enseignants n'est pas utilisée pour des sanctions, par exemple, ou de mesures précises, mais en fait, l'évaluation est utilisée pour développer les compétences et les besoins des enseignants. Sur la base des résultats, encore une fois, là, on peut voir que dans la plupart des pays et pour la plupart des enseignants, il y a donc cette possibilité de développer des plans de formation et de développement pour chaque enseignant. Par exemple, en Biélorussie, donc 92% des écoles, ou en Serbie, 75% des écoles. Donc ici, il y a un plan de formation et développement pour chaque enseignant. Mais dans d'autres pays, par exemple en Moldavie, il y a également le mentor qui est nommé pour soutenir les enseignants. Donc, il y a la fonction du mentor qui est responsable aussi pour aider les enseignants pour faire face, par exemple, aux points faibles. Il y a aussi des sanctions parfois. Et par exemple, en Algérie et en Biélorussie, par exemple, vous avez 38%, 31% des écoles donc, qui, en fait, en cas de performance insuffisante, mettent en place des sanctions. Donc, l'évaluation est utilisée pour soutenir les enseignants. On passe maintenant à la participation dans le développement professionnel contenu par les enseignants et les formateurs formation professionnelle. Alors, la participation est élevée. En fait, dans la plupart des pays, exception faite pour l'Algérie et la Tunisie. Donc, la plupart des enseignants participent donc au développement professionnel continu sur base annuelle. Et donc ici, vous avez le taux de participation des enseignants. Serbie, vous avez en fait un pourcentage très, très élevé, donc 94% des enseignants donc, qui participent à ces programmes de développement professionnel. On a comparé donc les pays et on a vu qu'il y a un cadre réglementaire qui définit les droits et les exigences, donc les conditions requises minimum, et ceci existe dans la plupart. Teachers participated in conferences, seminar, in contrast to actually training in business premises, which, however, for example, happen quite often in Turkey. So there are differences among countries. Another thing which I would like to mention is the duration, because most of the training actually is quite short. Most of the respondents. Je voudrais aussi mentionner la durée.
En fait, la durée est limitée, moins de 30 heures de formation pour la majorité des répondants. Alors, pour ce qui est de cette possibilité de développement professionnel continu, alors la plupart offrent une formation en milieu scolaire et donc les enseignants participent à ces cours de développement professionnel continu. Donc, il y a aussi participation au mentorat. Et les résultats montrent en tout cas qu'il n'y a pas assez de budget, de capacité pour garantir cette formation en milieu scolaire. Pour ce qui est de la participation au mentorat, en fait, il y a beaucoup d'enseignants et formateurs qui reçoivent les soutiens de mentors, mais il est important de rappeler en fait qu'il y a aussi d'enseignants qui ne reçoivent pas de formation. Alors, en termes aussi d'évaluation, donc évaluation et suivi de l'évaluation des enseignants et formateurs, et aussi en termes de participation, il faut aussi dire que s'il y a de points faibles, alors dans ces cas, il n'y a pas, disons, de lien avec des incitations. Donc, il n'y a pas d'incitation pour la majorité des enseignants. Et ceci est mentionné par la plupart des enseignants, en fait, et la plupart des pays aussi. Par exemple, en Tunisie, en Turquie, en fait, vous voyez, ou en Algérie, en fait, plus de 62% a répondu qu'il n'y a pas d'incitation. Donc, quels sont les points clés qui relèvent de cette enquête? Alors, tout d'abord, en fait, les évaluations et les retours d'information très souvent n'est pas suivi par un soutien véritable aux enseignants. Ensuite, les priorités pour ce qui est du développement professionnel continu sont décidées au niveau central et ceci représente souvent un défi, un problème. Et pour ce qui est ensuite de la formation est évaluée par des organismes indépendants, mais il n'y a pas, disons, d'évaluation précise sur les contenus, donc sur les points les plus importants. Et ensuite, l'impact de cette formation, donc au développement professionnel continu sur la qualité de l'enseignement n'est pas évalué. Et ceci est très important parce que si on parle d'évaluation des enseignants et des formateurs et on parle de formation, il est important d'évaluer également l'impact de cette formation sur les enseignants. Alors, je m'arrête ici. Alors, je vais demander s'il y a des questions sur la présentation. Merci. Alors, je pense qu'on va avoir la séance questions-réponses après la présentation de Dana. Je vais te demander de d'écrire dans le chat le lien à l'enquête pour donc avoir une vision générale de l'enquête. Alors, je l'ai fait, d'accord. Donc, les liens sont déjà présents dans le chat. Vous avez le lien à l'enquête. Donc, vous avez la page du portail. Merci Eva pour cette présentation avec cet aperçu. Donc, cette enquête s'est menée dans 9 pays. Mais maintenant, je voudrais passer la parole à Dana Stroy qui va nous présenter la situation en Roumanie pour ce qui est de l'évaluation de la performance des enseignants et des formateurs.
Dana est le vice-directeur Centre national pour le développement formation professionnelle auprès du ministère de la Roumanie. Et en fait, elle participe donc au développement des programmes formation professionnelle, participe aussi au sein de beaucoup de groupes de formation professionnelle, différents comités, directifs pour ce qui est de l'assurance qualité et formation. Donc, c'est un plaisir de passer la parole immédiatement à Dana pour sa présentation. I'm trying to share the screen. Merci Nadia. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très contente de vous présenter ce que nous faisons en Roumanie pour ce qui est des activités en ces domaines. Et je dois dire en fait que notre mode d'agir est très similaire par rapport à d'autres méthodes appliquées pour l'évaluation de la performance des formateurs et des enseignants. Et je dois dire en fait qu'il y a beaucoup de similarités qui ont déjà été tracées par la collègue qui a pris la parole précédemment. En Roumanie, la plupart des activités qui concernent l'évaluation des enseignants et des formateurs se fondent sur une documentation spécifique qui est rédigée par une commission spécifique qui s'occupe d'assurance de qualitative. Et nous sommes conscients du fait que les enseignants et les tuteurs sont sans aucun doute l'élément le plus important aussi pour garantir la qualité de l'enseignement, mais aussi on attribue beaucoup d'importance à la préparation et au soutien et on attache aussi beaucoup d'importance aux procédures d'évaluation et des suivis. Et j'ai des transparents que je ne vais pas détailler avec trop d'explications. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur des explications, mais je pense qu'en tout cas, c'est intéressant pour ceux qui désirent en savoir plus d'avoir quelques références réglementaires sur le cadre juridique qui est en place. Il s'agit d'un cadre national et la Roumanie, comme probablement beaucoup de pays participants, a un système assez centralisé. Et donc, je dois dire qu'il y a beaucoup de similarités avec d'autres pays européens dans ces domaines. Et donc, il y a des mesures qui sont établies au niveau national. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager votre écran, disons, complet, comme ça? Merci beaucoup, comme ça, on arrive à suivre mieux votre présentation. Voilà, ici, il y a les cadres juridiques où j'ai cité les lois et le plus important en la matière et aussi le règlement le plus important en la matière. Dans ce transparent, par contre, on trouve, disons, les éléments clés de l'assurance qualité et aussi pour ce qui est de la formation professionnelle continue des enseignants et des formateurs. Et il y a un cycle qui a été défini et que vous voyez résumé ici. J'aimerais bien attirer votre attention sur le fait qu'on évalue des secteurs précis. Il y a une liste aussi des domaines d'évaluation, donc la mise au point des activités d'enseignement, la mise en œuvre des activités de formation d'enseignement, l'évaluation aussi des acquis d'apprentissage par rapport aussi aux performances des étudiants et à leurs notes. Puis, il y a une gestion aussi des cours avec un suivi et aussi des activités, là aussi des conseils, et puis gestion de la carrière des enseignants et des formateurs. Et là aussi, on assure un bon développement de carrière avec de promotion et des améliorations, et puis aussi la conduite éthique des enseignants. Pour ce qui est de l'évaluation des enseignants, mais aussi du personnel auxiliaire, on réalise tout ça sur la base donc d'une série de mesures qui se fondent sur des piliers. Et l'un de ces piliers, c'est aussi l'auto-évaluation de l'enseignant.
Et puis, il y a une procédure de suivi qui se fonde sur un formulaire d'auto-évaluation et les coordinateurs de chaque domaine méthodologique, conjointement avec le directeur, mettent au point des indicateurs de performance et il y a donc une auto-évaluation qui est réalisée par les enseignants. Et puis, l'auto-évaluation réalisée par l'enseignant et l'évaluation réalisée par cette commission composée de professionnels en matière de formation professionnelle, donc discutent. Il y a, dans la plupart des cas, disons, un accord qui est atteint. Et voilà, et donc, disons, la note finale est décidée au sein d'une réunion du conseil d'administration. Et là aussi, l'enseignant peut encore prêcher sa cause et, disons, justifier au cas où son auto-évaluation. Voyons voir pourquoi on a adopté cette procédure. Tout cela se fonde aussi sur un portefeuille, peut-être vous les connaissez déjà, qui comprend beaucoup de documents. Au début, lorsqu'on a introduit cette procédure d'auto-évaluation, tout a été imprimé sur du papier. Et puis, petit à petit, on s'est débarrassé du papier car cela impliquait aussi beaucoup de bureaucratie. Et maintenant, on fait tout électroniquement. Il y a aussi des outils de planification et mise en œuvre des programmes. Il y a des activités de suivi. Il y a aussi une entraide et une coopération entre les enseignants. Tous ces éléments donc font partie, disons, des évidences qui sont collectées, qui font partie aussi du rapport d'auto-évaluation qui est rédigé par l'enseignant. J'ai mis ici une liste d'autres composants de cette auto-évaluation, donc constituée par le portefeuille de l'enseignant. Par exemple, il y a des enseignants qui ont plusieurs responsabilités, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau même national, s'ils sont impliqués dans la mise au point des programmes ou des examens. Et puis, il y a aussi les feuilles d'observation. Il y a aussi des enseignants qui sont des auteurs de manuels scolaires ou d'autres matériaux didactiques. Et donc, voilà, ce sont d'autres éléments que l'enseignant peut utiliser pour fonder son auto-évaluation. Ici, par contre, on a une planche qui montre les étapes de l'évaluation de l'enseignant de la part de la commission. Donc, on évalue ce que l'enseignant a présenté et cela se rattache à ce que la collègue précédente a dit pour présenter les résultats de l'enquête menée en 2018 et 2019. Et puis, on considère aussi le plan de développement professionnel de l'enseignant et on peut peut-être aussi permettre la participation au cours de l'enseignant concerné et d'autres enseignants pour effectuer donc des observations. Puis, les enseignants peuvent participer à d'autres activités organisées aussi par l'inspectorat, disons, local des établissements scolaires. Puis, toujours pour ce qui est du développement professionnel de l'enseignant, l'on considère les résultats finaux. Donc, si l'enseignant évalué reçoit une bonne note, disons, de mérite, il peut avoir accès à un gain de salaire. Cela dépend donc de sa note et l'augmentation, ça peut varier d'une augmentation de 10 jusqu'à 25% du salaire annuel. Ici, vous voyez une loi que l'on a mise en place pour encourager la motivation qualitative des enseignants et qui sanctionne donc cette augmentation salariale liée à la reconnaissance du mérite pédagogique. Et puis,
voyons voir quelques petites modifications qui ont été appliquées récemment. Et voilà, maintenant, on a donc la note de mérite qui représente 25% du salaire de base pendant 5 ans. Et au-delà de ce gain, il y a une procédure et des critères d'évaluation qui sont définis au niveau national. Comme je vous ai dit au début, le système de notre pays est assez centralisé et donc ce type de loi et de règles sont établis au niveau national. Voyons voir maintenant un autre élément. J'aimerais bien vous en dire plus sur l'évaluation des indicateurs et surtout comment, disons, on rattache les indicateurs évalués, disons, à l'évaluation finale. Donc, comment réalise-t-on ça et applique après les résultats au niveau d'organismes d'information? Dans notre pays, il y a une procédure qui est suivie de façon annuelle et qui concerne le processus d'assurance qualité. Il y a beaucoup, disons, d'indicateurs, de descripteurs, et la plupart se rattachent aux enseignants. Et sur ces planches, vous voyez donc les éléments clés mis en exergue par les descripteurs et qui concernent l'évaluation des enseignants. Par exemple, l'acheminement de la formation professionnelle des enseignants. Pour ce qui est de la formation professionnelle continue des enseignants, là aussi, il y a, disons, des critères et des descripteurs qui sont utilisés et vous les voyez indiqués ici. Vous les voyez donc listés. Et par exemple, qui fait quoi, qui est responsable des processus et quelles sont aussi les améliorations proposées pour le développement professionnel des enseignants. Ici, vous voyez aussi des descripteurs et des indicateurs qualitatifs. Sur cette planche, vous avez une présentation détaillée de qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Et là aussi, quelle est la démarche et l'approche pour ce qui est aussi des améliorations proposées. Ici, par exemple, comme amélioration proposée, on propose une activité pour la mise au point d'une méthodologie collective et qui est connectée aussi avec les descripteurs concernant les observations des enseignants et le retour d'infos des étudiants. J'aimerais bien mettre en évidence un point. La Roumanie n'a pas de procédures systématiques par rapport à la collecte du retour d'information des étudiants, car lorsqu'on a introduit le système d'assurance qualité dans notre système, les enseignants n'acceptaient pas, disons, trop l'idée d'être évalués par les étudiants. Et maintenant, par contre, on a décidé au niveau du ministère d'introduire cet élément et donc l'un des piliers de l'évaluation des enseignants à l'avenir donc prévoit aussi cet élément. Donc, ces nouvelles lignes directrices sont en cours, disons, d'élaboration et probablement, lors du début de la prochaine année scolaire, on aura dans le processus d'évaluation des formateurs et des enseignants aussi l'élément de l'évaluation des étudiants comme élément clé. Et voilà, au début, il y a aussi un débat assez controversé avec les syndicats car l'idée, c'est que l'enseignant soit les propriétaires de son processus d'enseignement ainsi que, disons, que de son cours. Et donc, voilà, il faut dire que ça a été difficile de faire passer cette idée du feedback des étudiants, mais les étudiants pourront donner un retour d'information, pas sur tous les domaines, sur certains domaines, et donc, ils pourront s'exprimer et donc, ils pourront partager leur point de vue. Je pense que ça, c'est très important car il s'agit d'une amélioration majeure aussi sur l'approche d'évaluation des enseignants et des formateurs en Roumanie. Pour ce qui est de la participation au programme de formation professionnelle continue,
Ici, vous voyez notre expérience et je dois avouer que d'après mon opinion personnelle, et je souligne que c'est mon opinion personnelle, il s'agit d'un niveau qualitatif moyen que nous avons. Je dis moyen car il y a beaucoup de programmes de formation professionnelle continue en place qui sont appliqués surtout au niveau local et qui touchent à plusieurs éléments. Et donc, on en a quelques-uns de ces programmes qui sont obligatoires et qui s'échelonnent sur 5 ans. Et puis, on en a d'autres types. Mais en général, on a vu qu'on n'a pas, disons, un retour d'info trop positif par rapport à ce qui est fait et aussi en termes de suivi au niveau de la classe. Et puis, maintenant, il y a aussi une nouvelle procédure d'auto-évaluation et il y a des critères qui prévoient le suivi de la formation professionnelle continue des enseignants et comment tout cela s'inscrit aussi dans le processus d'apprentissage dans les classes. Là aussi, on est en train d'aller de l'avant et je tenais à vous le dire. Maintenant, voyons voir une autre composante importante sur laquelle je désire attirer votre attention et qui est constituée par un développement introduit récemment en Roumanie. Cela fait partie d'une initiative européenne de grande envergure sur la numérisation. Ça s'appelle Selfie et c'est une sorte d'autoréflexion, un outil d'autoréflexion pour les écoles de formation professionnelle et aussi les entreprises pour, disons, évaluer l'usage de la technologie dans les établissements scolaires. On n'a pas encore appliqué à 100% cette approche, mais on l'a appliquée dans 26 établissements scolaires de formation professionnelle en Roumanie. L'idée, c'est de l'élargir et on espère de l'élargir à tous les établissements scolaires concernés. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'un questionnaire sur 4 composantes clés du processus d'apprentissage. Et donc, l'on considère l'équipe de gestion et puis on adopte la perspective de l'enseignant, puis de l'étudiant, et puis aussi des entreprises. Et pour voir dans quelle mesure la numérisation est appliquée et utilisée dans le processus d'enseignement, d'apprentissage et dans les acquis d'apprentissage. Pour ce qui est de la partie concernant les enseignants, la partie de ce questionnaire Selfie concerne des questions portant sur l'usage des plateformes numériques, sur l'usage de ressources ouvertes pédagogiques, l'usage de open source pour les étudiants concernant donc d'autres stratégies pédagogiques, donc en général l'usage des outils technologiques. Et puis il y a aussi des questions concernant, par exemple, l'approche technologique générale de l'établissement scolaire concerné, c'est-à-dire le niveau de technologie disponible et utilisée. Et Selfie prévoit aussi une composante pour l'auto-apprentissage qui devient de plus en plus débattue dans notre pays. Donc voilà, pour ce qui me concerne, ce sera tout. Et voilà, voyons voir l'avant-dernière transparente que je préparais. Ma conclusion est la suivante. Les enseignants affirment que leur processus d'évaluation de la performance prévoit trop de papier et les étudiants, de leur côté, voudraient être écoutés plus. Pour eux, c'est crucial. Donc, on essaye donc de réduire, disons, la bureaucratie et le papier, d'augmenter l'usage de la technologie et aussi grâce au développement des plateformes pour le feedback des étudiants, donc d'augmenter le rôle joué par les étudiants là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je serai disponible pour les questions. Merci beaucoup, Dana, et merci beaucoup aussi à Eva qui a reçu beaucoup de questions. Donc, on en est très content. Donc, maintenant, j'ouvre officiellement la partie consacrée aux questions et donc, je vais un petit peu les résumer si je peux. Essayer donc
de détecter peut-être de points communs. Alors, Faisal a une question pour Eva. Plutôt, c'est une réflexion de Faisal. Il pense que la formation professionnelle continue constitue déjà un facteur incitatif en soi. Et donc, quelles sont les attentes par rapport aux personnes interrogées par rapport à la participation au programme de formation professionnelle continue? Eva, ah oui, merci beaucoup, Nadia. Je vais essayer de répondre. Alors, il est vrai que les enseignants sont motivés par la participation au programme de formation professionnelle continue, mais de l'autre côté, il y a aussi un besoin qui s'est profilé et qui concerne le fait que parfois, ils doivent investir du temps et de l'argent pour suivre ces programmes et donc, ils voudraient une sorte de reconnaissance de tout ça. Ils voudraient donc avoir un feedback aussi. Et ça est spécialement important car l'on voit une réduction du taux de participation, surtout par rapport à l'âge et surtout par rapport à un âge croissant. Et donc, mon commentaire pourrait être le suivant. Il y a des cas ou des exemples où effectivement la participation et l'approche active au développement professionnel donc est considérée comme importante et devait être, disons, rattachée aussi à des éléments de reconnaissance et de rémunération matérielle et immatérielle. J'ai une autre question, j'ai cette fois une question pour Dana. Comment pourrait-on réaliser le même type d'évaluation des enseignants de la part du conseil d'administration? Donc, comment cela est possible aussi? Quelle est la fréquence de ce type d'évaluation? Ça aussi, c'est une question posée par Christine qui voudrait en savoir plus sur comment les enseignants sont effectivement évalués et est-ce que vous pourriez considérer une évaluation tous les 2 ans et pas tous les ans? Alors, merci. Théoriquement, l'évaluation est réalisée sur base annuelle, mais il est vrai en fait que ce processus que j'ai décrit est là depuis plus de 14 ans et il y a des établissements scolaires, disons, qui ont déjà une procédure bien établie. Et donc, effectivement, parfois, on le fait tous les 2 ans, surtout lorsqu'il n'y a pas de gros changements, disons, dans les personnels. Et donc, on le fait tous les 2 ans. Je pense que l'évaluation de la part du conseil d'administration ne pose pas de problème, car si, par exemple, l'on considère, je ne sais pas, des sujets comme mathématiques ou technologie et peut-être il y a, disons, quelqu'un qui est, disons, impliqué directement, plus ou moins, il y a une sous-commission. Et donc, il y a, disons, de sous-commissions, de sous-comités qui sont impliqués et l'implication du conseil d'administration concerne plutôt une sorte, disons, d'accompagnement, d'évaluation. Donc, cette évaluation du conseil d'administration, en fait, est continue, ne se réalise pas lors d'une seule séance. Et ces sous-comités sont très utiles et efficaces. Et car, voilà, je le répète, en fait, on ne réalise pas cette évaluation tous les ans. Et par rapport aux critères du portefeuille, je peux dire que en général, il s'agit des critères qui sont, disons, les mêmes pour tous les enseignants de tous les sujets, toutes les matières. Et puis, par rapport à des sous-indicateurs, effectivement, on peut être plus spécifique par rapport au sujet concerné, par rapport aux sous-indicateurs. Merci beaucoup, Dana. Il y a beaucoup de questions pour toi concernant aussi les évaluations de la part des étudiants.
Donc, par exemple, Stella et Krem et Rakia ont posé des questions là-dessus et demandent plus ou moins cela. Quel est le rôle des étudiants de l'évaluation des enseignants de leur performance? Est-ce qu'il y a une, disons, sorte d'évaluation, disons, récapitulative? Et est-ce que ces avis sont objectifs ou, disons, est-ce que parfois les étudiants peuvent un petit peu exprimer des opinions qui ne sont pas réelles? Alors, voilà pourquoi ces thème a été toujours très débattu. Et je reviens sur cela, car en fait, il y a eu aussi des périodes difficiles pendant les passés et les syndicats, surtout, ont toujours soutenu l'idée que les étudiants ne sont pas en mesure d'évaluer les performances de leurs enseignants. Mais en fait, il faut aussi dire et reconnaître que les étudiants ne peuvent pas, disons, juger la composante technique de contenu, disons, de fond et même pas la manière d'attribuer les notes de leurs enseignants, mais c'est plutôt pour ce qui est du comportement ou de la composante psychologique, disons, de la conduite générale des enseignants, si peut-être il y a des améliorations possibles par rapport au mode d'enseignement. Ça, par contre, ce sont des aspects sur lesquels les étudiants peuvent s'exprimer de façon pertinente. Et on a lancé une petite initiative pilote. Comment procède-t-on en Roumanie? D'habitude, lorsqu'il y a une initiative, une nouvelle proposition d'initiative, il y a, disons, un projet pilote qui est réalisé sur une petite échelle pour voir si c'est le cas de l'appliquer après sur une échelle nationale. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué cette évaluation des étudiants sur une petite échelle. Maintenant, nous sommes en train de collecter les résultats, car ce que nous avons vu aussi, c'est qu'il y a aussi des étudiants qui sont très timides. Ils n'ont pas peur, mais plutôt, ils sont vraiment timides. N'arrivent pas à exprimer les choses qu'ils n'aiment pas, en général au niveau de l'école, pas seulement au niveau de leurs étudiants. Et alors, on essaie de les encourager à s'exprimer. Et donc, au niveau du ministère, on a décidé de prendre une décision nationale pour impliquer tous les étudiants, donc dans toutes les écoles, les établissements scolaires, donc non seulement les établissements scolaires de notre secteur, voilà, pour des composants bien précis que j'ai cités auparavant. Merci beaucoup, Dana, pour cette réponse très complète. Il y a une autre question pour toi de Kuhn. Kuhn dit que d'après la recherche menée par le CDE, le travail en équipe des enseignants est toujours très efficace et très positif. Quelle est la situation en Roumanie par rapport à ça? Bon, c'est intéressant cette question parce que les enseignants, au moins en Roumanie, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, n'étaient pas très habitués au travail en équipe parce qu'ils ont tendance à voir les autres enseignants comme concurrents. Et on a dû beaucoup travailler là-dessus, aussi pour ce qui est de la formation professionnelle continue, car il y a aussi des parcours de formation professionnelle continue qui encouragent l'apprentissage par les pairs. Et maintenant, on a mis en œuvre des procédures donc d'apprentissage à distance et on va aussi mettre en œuvre des pratiques d'évaluation par le pair. Mais ce n'est pas facile car notre culture, disons, n'a jamais, disons, encouragé le travail en équipe par rapport aux enseignants. Et donc, il faut un petit peu changer la mentalité là-dessus. Pour vous en dire plus sur où en sommes-nous maintenant, il y a 15 ans presque, chaque enseignant, disons, travaillait de façon individuelle et chaque enseignant vraiment n'y coopérait presque jamais avec les autres. Les directeurs étaient vus comme des rois ou des empereurs. Et donc, il y a eu un travail qu'on a dû faire. Par contre,
au cours de 2 dernières années, on a réalisé de réseaux, disons, d'établissements scolaires pour la formation professionnelle qui donc se sont réunis aussi par thème et organisent des activités d'apprentissage par le pair. Et donc, les enseignants des établissements de ce réseau donc partagent des documents, des matériaux pédagogiques. Et donc, vous comprenez vraiment qu'on a déjà fait beaucoup de progrès là-dessus. Merci beaucoup, Dana. Maintenant, je passe la parole à Mounir pour les questions en français. Voilà, Mounir, je ne sais pas si j'ai raté quelques questions, disons provenant de nos participants francophones. Merci beaucoup, Dana et Nadia. Et Dana, vraiment, c'est une amie de l'ETF, ce n'est pas une collègue. Vraiment, Dana a participé à tellement d'initiatives. Je pense que la plupart des questions ont été couvertes. J'aimerais bien en poser 2 personnellement à Dana et qui concernent l'auto-évaluation des enseignants. Alors, vous avez dit que l'auto-évaluation est une composante importante de l'évaluation générale. Alors, peut-être au début, les gens ont du mal à réfléchir sur leur propre performance. Est-ce que vous fournissez peut-être un accompagnement, peut-être au début, et surtout par rapport au système d'évaluation de la performance des enseignants? Comment tout ce système est perçu en général, en son entier, par les enseignants? Alors, merci beaucoup, Mounir, pour tes mots très gentils. Et voilà, pour moi aussi, l'ETF est quelque chose de spécial. Ça fait beaucoup d'années que je coopère avec vous et c'est vraiment un grand plaisir. Alors, je reviens sur tes questions. La première question concernait donc l'auto-évaluation, si je ne m'abuse, et donc la réaction des enseignants. Alors, lorsqu'on a introduit donc la procédure d'assurance qualité, il nous a fallu 4 ou 5 ans, disons, de soutien continu aux enseignants de ce point de vue pour les accompagner dans l'application de cette procédure. Et à cette époque-là, on a fait des formations pour les enseignants, pour les personnels auxiliaires, pour les entreprises qui participent à nos activités. Et en général, pour ce qui est de l'assurance qualité, on expliquait aussi comment s'y prendre à l'auto-évaluation et aussi comment il est important de faire une auto-évaluation. Et donc, ça, c'est la base. Vraiment, il y a l'auto-évaluation des enseignants et puis des équipes. Et puis, on l'a appliqué, disons, aux établissements tout entiers. Et je pense qu'on a très bien travaillé dans cette formation destinée aux enseignants en cette matière. Et on a mis en œuvre cette stratégie nationale se basant toujours sur cette approche pilote. Et grâce à cette approche pilote, on a pu après apporter des modifications, des ajustements. Et donc, on a aussi adapté la formation au niveau national pour les enseignants pour, disons, les initier à cette approche qualitative. Et comme ça, on a garanti un meilleur accompagnement. Donc, les formateurs travaillant au cours de ces formations, donc, ont accompagné les enseignants dans cette évaluation. Comme je vous ai dit, on a commencé il y a 15 ans et évidemment, on fait aussi un suivi de cette procédure au fil du temps. Et quelle était la deuxième question? Ah oui, quelle est la perception du système d'évaluation en entier de la part des enseignants? Donc, quelle est leur perception de ce système en son entier? OK. Alors, l'évaluation des enseignants, en fait, est quelque chose qu'on a toujours fait à un niveau très différent par les passés, avant la mise en place de ce système, car par les passés,
il y avait l'inspectorat qui s'en occupait. L'approche était, dirais-je, plus dure. Et maintenant, les choses ont changé. Maintenant, tout a changé comme approche, comme démarche, comme philosophie. Et je dois dire qu'en fait, le but est d'améliorer les performances des enseignants. Et donc, il y a une bonne réception en général. Mais il y a deux catégories d'enseignants, disons. Quelques-uns qui ont tendance à faire une auto-évaluation très modeste. Parfois, disons, qui visent même une sous-évaluation personnelle. D'autres, par contre, ont tendance peut-être à s'auto-évaluer de façon un peu excessive. Mais je dois dire que sur la base de l'expérience accumulée jusqu'à présent, je dois dire qu'effectivement, les enseignants sont devenus assez bons en ce qui concerne leur auto-évaluation. Et donc, voilà, maintenant, effectivement, les enseignants ont appris comment s'auto-évaluer correctement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dana. Et merci beaucoup à Eva, encore une fois, pour la présentation et les réponses. Et merci à Dana. Et donc, voilà, continuez à utiliser le chat. On aura une autre session questions-réponses à la fin. Mais maintenant, je suis très contente donc d'accueillir notre prochain intervenant du Maroc. Je passe la parole à Raki El Mahmoudi du ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Maroc. Elle est aussi personne des contacts pour le Maroc, pour le forum ETF, pour l'assurance qualité. Voilà, Rakia, à toi la parole pour ta présentation et tu vas introduire tes collègues qui vont co-présenter la présentation. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour les membres du Forum Assurance Qualité. Bonjour l'équipe Assurance Qualité au Maroc et merci aux organisateurs et organisatrices. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ria Mahmoudi, membre du forum de l'ETF, mais aussi coordinatrice de l'équipe Assurance Qualité qu'on a créée suite à notre participation au forum. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis de partager avec vous l'expérience du Maroc en matière d'évaluation des formateurs. Et pour donner une vraie raison à l'équipe Assurance Qualité, ce n'est pas moi qui vais faire cette présentation, ce sont deux membres de l'équipe Assurance Qualité qui vont le faire. Il s'agit en l'occurrence de Madame Leila El Rilassi, qui est une dame ingénieure de formation qui a une grande expérience en matière de formation professionnelle, 23 ans en fait d'expérience, 10 ans sur le terrain pour accompagner les promoteurs privés dans la formation professionnelle et 10 ans en matière de suivi des études de planification et de définition des compétences en matière de formation professionnelle. Et depuis 3 ans, elle se charge de tout ce qui est coordination pédagogique, dont notamment l'évaluation et le suivi des formateurs de la formation professionnelle. Leila Rilassi va nous faire une présentation de ce que fait le département de la formation professionnelle, qui est le ministère de la formation professionnelle, en matière de suivi des formateurs. Et puis, nous allons passer à un autre niveau de présentation en donnant la parole à Zineb El Hachimi El Idrissi. Zineb a déjà participé avec nous dans le webinaire sur l'insertion. Elle revient avec nous aujourd'hui. Zineb est aussi membre de l'équipe Assurance Qualité, une grande expérience en matière de formation professionnelle. Elle est directrice du Centre de développement des compétences en pédagogie et communication à l'OFPPT. L'OFPPT, c'est l'Office de la formation professionnelle de la promotion du travail qui est le principal opérateur de formation au Maroc. Zineb est directrice de ce centre qui se charge de l'évaluation, la formation continue et l'accompagnement et le perfectionnement des compétences des formateurs. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole à Leila qui va nous faire la présentation générale, puis à Zineb qui va faire le cas de l'OFPPT, comment elle opère en matière d'évaluation des formateurs. Donc, Leila, c'est à toi. Merci Ria. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer aujourd'hui à ce webinaire pour partager l'expérience du Maroc en matière de suivi des formateurs dans le système de la formation professionnelle marocain.
Je commence tout d'abord par vous présenter le contexte de la formation professionnelle au Maroc, qui est dispensée par plusieurs opérateurs de formation, à savoir les opérateurs publics. Donc, le principal est l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, intitulé OFPT. Son offre de formation s'élève à lui seul à 90% du dispositif global. Il y a aussi les départements ministériels qui assurent la formation dans le secteur, dans les secteurs y afférents, tels que les secteurs du tourisme, agriculture, pêche maritime, santé, etc. Il y a aussi les instituts à gestion délégués, intitulés IGD. Ces établissements créés par l'État et donc la gestion est déléguée aux professionnels afin d'assurer une meilleure adéquation formation-emploi. À ces opérateurs publics s'ajoute le secteur privé dans la prestation de la formation. L'organisation du secteur privé est assurée par un système d'autorisation. L'on peut citer d'autres opérateurs qui interviennent dans l'offre de formation, à savoir des organisations et branches professionnelles, les ONG, les chambres d'artisanat, d'agriculture, de commerce, etc. Le métier de formateur au sein du dispositif de formation professionnelle est caractérisé par la multiplicité des systèmes d'accès au métier de formateur, avec des statuts administratifs selon les opérateurs de formation. Le statut du personnel de formation est faiblement adopté. On note aussi l'absence d'une référence nationale unifiée pour l'évaluation, la motivation et la promotion des formateurs. Chaque opérateur procède à l'évaluation de ses formateurs. Pour le cas de l'OFPT, ce rôle est assuré par les centres de développement des compétences, les CDC, qui assurent l'évaluation et le suivi des compétences des formateurs. Ce modèle fera l'objet de la présentation suivante. Donc, au niveau du département de la formation professionnelle, il y a une structure centrale chargée du suivi des indicateurs sur les formateurs et la réalisation des études et investigations. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, ce slide présente quelques indicateurs qui sont produits annuellement sur la situation des formateurs. Donc, ces indicateurs portent essentiellement sur les effectifs des formateurs par opérateur, leur répartition selon leur statut, permanent ou vacataire, selon la région, selon la tranche d'âge, selon la répartition tant sur le secteur privé que le secteur public, le taux d'encadrement et selon les diplômes obtenus avant le recrutement. Donc, ici, c'est présenté quelques indicateurs de l'année 2019-2020. Donc, comme vous voyez bien, l'effectif global des formateurs s'élève à 21 000 formateurs et formatrices. Dont presque la moitié relève de l'OFPT. Aussi, on a une répartition équitable entre permanents et vacataires. 50% des formateurs sont des permanents. La part féminine s'élève à 31%. La majorité des formateurs, presque 80%, sont âgés de moins de 50 ans et bien entendu, je passe directement au diplôme obtenu. Donc, pratiquement la moitié des formateurs sont des diplômés de l'enseignement supérieur et l'autre moitié relève, ce sont des lauréats de la formation professionnelle. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, afin d'assurer le suivi du métier de formateur, le département de la formation professionnelle a réalisé plusieurs études et investigations
Donc, les principaux constants sont les suivants. Donc, pour les formateurs permanents, les critères de recrutement sont bien définis et appliqués, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. La création des CDC, les formateurs de l'OFPPT, montre bien que il n'y a pas une instance nationale de formation initiale et continue des formateurs. Donc, c'est l'OPPT qui a ses propres centres de formation. Laila, do you hear us? Because we have lost you for a second. Alors, on n'en sent plus. Laila, could you please just repeat the last five seconds, because we your image was frozen. Répéter donc les toutes dernières 5 minutes, parce qu'en fait, on a coupé l'audio, on n'arrive pas à vous entendre. Je crois qu'il y avait une coupure. Donc, il a aussi été soulevé l'absence d'outils et d'indicateurs unifiés d'évaluation basés sur le rendement, et avec une limite des mécanismes de motivation et de promotion des formateurs. Donc, face à ces constats, un certain nombre de recommandations ont été retenues, dont principalement la révision et l'harmonisation des statuts administratifs de ce personnel dans une approche globale pour assurer la motivation, la promotion et l'indemnisation. Il a aussi été recommandé l'adoption d'un référentiel national des métiers de la formation, l'adoption de la certification et la mise en place d'un dispositif national de formation initiale et continue. Le département de la formation professionnelle s'est déjà lancé dans la mise en œuvre de ces recommandations. Et là, je précise qu'un statut commun du personnel de formateur est déjà inscrit dans la loi cadre 51-71 relative au système d'éducation et de formation. Les référentiels des métiers de formation sont déjà élaborés et validés par l'ensemble des intervenants du système de la formation professionnelle. Ils concernent les 6 métiers de formation: le formateur, le directeur des études, le tuteur en entreprise, le conseiller pédagogique. Par la suite, il y a un slide qui détaille l'utilité et l'exploitation de ces référentiels. Et bien entendu, donc, ces référentiels sont utilisés pour l'élaboration des bilans de compétences, l'élaboration des plans de formation du personnel de l'encadrement pédagogique et administratif. Ils seront également utilisés dans l'Institut. Donc, c'est le dernier point de la recommandation. S'il vous plaît, Ria. Donc, et finalement, c'est une première au Maroc, c'est la création d'un institut de formation des formateurs et des tuteurs, et qui sera aussi dédié à la recherche en ingénierie de formation. La construction est en cours d'achèvement de cet institut, et bientôt on procédera à l'équipement et le recrutement des ressources humaines pour la mise en service de cet institut pour la rentrée 2021-2022. Donc, vous voyez ici sur ce slide qui détaille les principales missions de cet institut, sa consistance et sa prestation de service qui, en plus de la formation initiale pédagogique, la formation continue des formateurs, la formation des tuteurs, la validation des acquis de l'expérience professionnelle, l'ingénierie de formation et innovation. Il peut même assurer des missions complémentaires
tels que les services technico-pédagogiques et l'encadrement assuré par le centre multimédia. Je m'arrête ici. La suite de la présentation sera assurée par ma collègue, Madame Hachimi. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition par la suite pour répondre à vos éventuelles questions. Merci encore une fois. Merci Leïla. Merci Madame Rilassi, merci Madame Hmoudi. Bonjour Mesdames et Messieurs. Thank you, Laila. Merci. Merci, je vous en prie. Alors, je suis ravie de participer pour la deuxième fois à un webinaire organisé par le TF afin de vous présenter le processus d'évaluation des formateurs de l'OFPPT, l'Office de formation professionnelle et de la promotion du travail, comme a déjà présenté Madame Rilassi et Madame Hmoudi. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous faire un zoom sur les CDC, ou Centre de développement des compétences, étant une partie prenante dans le processus d'évaluation des formateurs de l'OFPPT. Alors, créé en 2004, la raison d'être des CDC est l'accompagnement des formateurs. Alors, l'OFPPT dispose de plusieurs CDC sectoriels et un CDC générique qui chapeaute le pôle pédagogie et communication dont je suis responsable. Alors, ce CDC, il est constitué d'un directeur, moi-même, et des formateurs animateurs. Donc, tout CDC est constitué d'un directeur et d'un ensemble de formateurs animateurs qui sont chargés de l'accompagnement du dispositif. Pour mon CDC, il est chargé de l'accompagnement des formateurs du dispositif en matière de pédagogie, langue et soft skills. Et ce, à travers leur évaluation et par la suite leur perfectionnement. Parce que c'est sur la base de l'évaluation qu'on propose des perfectionnements pour les formateurs. Alors, l'évaluation des formateurs du dispositif, comme j'ai dit, est l'une des missions principales du CDC Pédagogie et Communication, ce qui nécessite bien sûr l'autre slide, Madame Hmoudi, s'il vous plaît. Le slide d'avant, s'il vous plaît, Madame Hmoudi. Alors, comme j'ai dit, oui, merci beaucoup. Alors, comme j'ai dit, l'évaluation des formateurs du dispositif est l'une des missions principales du CDC Pédagogie et Communication, ce qui nécessite l'élaboration des outils et des batteries en fonction de la typologie de l'évaluation. Le slide suivant, Madame Hmoudi, s'il vous plaît. Alors, le formateur, il est généralement évalué depuis sa prise de service et au long de sa carrière. À cet effet, l'OFPPT programme différents types d'évaluation, comme c'est présenté devant vous. Alors, tout d'abord, nous avons le test de positionnement qui est planifié au démarrage de la formation d'intégration technico-pédagogique des formateurs nouvellement recrutés afin d'évaluer leurs prérequis. Alors, puis, une évaluation formative au moment de la formation, à travers laquelle on évalue les acquis du formateur à chaud pendant la formation d'intégration. Et enfin, une évaluation de satisfaction qui permet aux formateurs animateurs d'évaluer le feedback du formateur sur la qualité de la formation d'intégration. Alors, après une année de sa prise de service, le formateur est appelé au CDC pour l'évaluation de son aptitude professionnelle et technique afin de statuer sur sa titularisation. Et à partir de sa titularisation, le formateur est convoqué une fois par an pour un bilan de compétences. Alors, l'objectif de ce bilan de compétences est le perfectionnement du formateur ou le renforcement de ses capacités, son reclassement ou sa reconversion vers une autre spécialité. En plus d'une évaluation interne annuelle réalisée par le directeur de l'établissement de formation professionnelle où le formateur est affecté. Cette évaluation est réalisée ou bien elle se fait à la fin de chaque année ou bien chaque année de formation et la note elle est communiquée à sa hiérarchie. Alors, parlons maintenant de l'exemple du bilan de compétences.
Alors, ce type d'évaluation est planifié afin d'identifier les besoins en perfectionnement pour renforcer les capacités des formateurs, pour répondre aux besoins exprimés par le formateur lui-même ou par sa hiérarchie afin de prendre en charge un module spécifique, ou bien pour sa spécialisation, ou bien pour sa reconversion ou son reclassement, pour prendre en charge des niveaux supérieurs, par exemple de niveau qualification à un niveau technicien, ou bien de niveau technicien au niveau technicien spécialisé. Alors, ces bilans, ils sont programmés également dans le cadre d'une restructuration de l'offre de formation ou d'une veille technologique. En principe, le planning des bilans de compétences est établi par le CDC dans le cadre de son plan d'action annuel. Les convocations sont hebdomadaires ou mensuelles, sauf en cas de demande du dispositif lui-même ou dans le cadre d'une assistance technique. Généralement, les bilans de compétences sont assurés par les ressources propres de l'OFPPT, qui sont les formateurs animateurs ou bien des formateurs ressources qui travaillent avec le CDC. Et ils sont occasionnellement réalisés par une expertise externe dans le cadre d'une assistance technique, comme j'ai déjà signalé. Alors, ces experts sont soit des professionnels ou des constructeurs d'équipements, des fournisseurs de logiciels ou des consultants nationaux et internationaux, ou bien nationaux ou internationaux. Alors, dans le cadre de la digitalisation ou bien dans le cadre de la transformation digitale de la formation professionnelle que nous connaissons actuellement, et afin de suivre cette nouvelle dynamique, l'OFPPT apporte un renouveau dans le processus d'évaluation de ses formateurs, et ce, à travers la digitalisation des outils de leur évaluation, en mettant en place, par exemple, des programmes d'évaluation à distance via MS Teams. Donc, sur cette nouveauté se termine mon intervention. Merci pour votre attention. Bien sûr, quelques minutes ne peuvent pas relater une expérience de 17 ans en matière d'évaluation pour un CDC, mais je reste à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Merci encore une fois. Donc, merci Leïla, merci Zeynep. Reste à signaler pour moi que pendant la crise Covid-19, le DFP a réalisé une enquête sur la capacité des formateurs, des directeurs à s'adapter à la digitalisation de la formation, à la prise en charge de la formation à distance. Les résultats de cette enquête sont sur le Open Space. Nous l'avons publié, moi et Romain Boitard, en 2 versions, française et anglaise. Donc, pour ceux qui s'intéressent à cette évaluation qu'on a faite, vous pouvez consulter sur le Open Space l'article qu'on a publié, et merci à vous. Thank you very much, Rakia, Laila, and Zeynep. And I would like merci vous toutes. Je voudrais souligner que les présentations et les liens seront mis à votre disposition après le webinaire. Maintenant, je voudrais donc poser des questions aux participants. Alors, on a entendu donc l'exemple de la Roumanie et le besoin de construction capacité. On a également entendu le besoin de promouvoir la motivation des enseignants. Maintenant, je voudrais poser une question à vous tous. Pour ce qui est donc des mécanismes d'évaluation des enseignants et formateurs dans votre pays. Donc, je vais lancer un petit sondage pour vous. Vous avez 3 questions. Vous pouvez répondre à les questions. Alors, première
question, réalisez-vous des évaluations régulières de la performance de vos formateurs? Deuxième question, si oui, partagez-vous les résultats de ces évaluations avec eux? Troisième question, est-ce que les résultats des évaluations sont utilisés pour agir sur les besoins identifiés? Donc, je vous demande de répondre à ces questions du sondage. Ensuite, on verra les résultats. A few more seconds. Okay, so colleagues, continue to respond. Alors, je vois que vous êtes en train de répondre. On va avoir une vision de la situation dans vos pays. Okay, I think we can share the results now. On peut partager les résultats. Okay, now I think you can see the results. Alors, je pense que les résultats sont affichés à l'écran. Alors, première question, donc si des évaluations régulières de la performance des formateurs sont réalisées dans vos pays ou dans vos écoles, donc 69% ont répondu oui. Deuxième question, les résultats sont partagés avec les enseignants, oui, 63%. Ensuite, la question sur l'utilisation des résultats pour agir sur les besoins identifiés. 50% a répondu oui et 44% a dit non. Je pense qu'il s'agit des résultats intéressants. Et on peut donc en parler pendant notre séance questions-réponses. Vous pouvez utiliser le chat ou bien vous pouvez partager votre expérience si vous le souhaitez. Je passe la parole à Mounir. Est-ce qu'on a des questions? Je pense qu'il y a des questions en français. Oui, il y a une question. Sur la présentation de Leila, are not parallel trainers. And there is 40% or more 40% sont dans le secteur privé et 60% dans le secteur public. Est-ce qu'ils sont évalués de la même façon, donc permanent et non pas permanent? Donc, est-ce que le système d'évaluation est le même pour les deux catégories ou pas? Donc, pour le système. On ne vous entend pas, madame. Votre son est coupé. Le son est coupé. C'est bon, c'est bon. Donc, pour le secteur privé, il est traité de la même façon que le secteur public. Donc, toutes les opérations qu'on réalise pour le dispositif, c'est la même chose pour les formateurs du dispositif public que pour le privé. Donc, toutes les opérations de recensement, de suivi se réalisent pour l'ensemble du dispositif, que ce soit le secteur public ou le secteur privé. Thank you very much, Laila. Mounir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Question en français, tout d'abord. There was a very specific question asked by, of course, Il y a une question spécifique de notre ami de Tunisie. Alors, Faisal vous demande la chose suivante. Vous semble-t-il insuffisant en termes de performance d'avoir uniquement un suivi des formateurs au niveau de la structure centrale de l'Office? Et comment est-ce que vous comptez pallier ces problèmes? Est-ce que vous faites ou pensez faire des évaluations externes? Et quid de l'inspection pédagogique? Et il y a une autre question subsidiaire qui aussi fait référence à ce que je posais tout à l'heure. Est-ce que le CDC, comme le CDC évalue les formateurs de l'OFPPT, qui se charge de l'évaluation des formateurs privés, des opérateurs privés? Est-ce que c'est fait au niveau des opérateurs eux-mêmes ou est-ce que le département de la formation a un regard sur l'évaluation des formateurs dans le secteur privé? Effectivement, le suivi est insuffisant pour la performance de l'évaluation de l'association des formateurs. Donc, comme vous avez vu dans la présentation, en plus du suivi qui nous donne des indicateurs sur la situation des formateurs, le département réalise des études, des investigations pour évaluer le métier de formation. Toutefois, la mise en place de l'Institut, elle aura aussi parmi les missions, c'est aussi l'évaluation des formateurs et les référentiels qui seront adoptés, ils seront une base de référence. Donc, ces référentiels, j'ai vu dans la question, la suite de la question, ces référentiels, ils ont été élaborés par l'ensemble des intervenants du système de la formation professionnelle. Donc, ils sont portés par le dispositif national et ils seront reconnus par le dispositif national. Donc, ces référentiels, ils seront adoptés pour évaluer les formateurs lors de la réalisation des bilans de compétences et bien sûr, tout ce qui est formation qui sera assurée par l'Institut, avec bien entendu les formations de perfectionnement, la formation continue, ils seront réalisés sur la base de ces référentiels. Et même les formateurs, c'est-à-dire de l'OFPPT, ils vont aussi bénéficier de ces actions de formation au niveau de l'INFFT. Donc, l'instance nationale qui sera adoptée par la suite, c'est l'INFFT, une fois mise en service. Merci infiniment, Madame Laïla. On reviendra certainement vers vous d'ici une année ou deux pour nous parler davantage de cet institut. Il semble avoir un rôle à jouer central dans votre système de formation et d'évaluation des formateurs. Comme on va revenir chez Faisal pour savoir si NANERA est toujours certificateur ou pas. Nadia, shall we go to the final remarks? Est-il le moment de passer aux remarques, aux conclusions? Qu'est-ce que tu en penses, Nadia? Merci Laila, merci aux collègues Maroc. Je passe la parole à Mounir maintenant pour les conclusions. Merci. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup à tous les collègues qui ont pris la parole. Donc, merci à nos intervenants pour avoir partagé leurs idées, leurs conclusions, leurs expériences. Merci aussi pour partager les défis que vous êtes en train donc d'affronter. Et aussi, merci beaucoup à tous les participants qui sont beaucoup plus nombreux qu'attendus et nous sommes très contents de ça. Peut-être on va revenir sur ces thèmes à l'avenir.
car on voit que ça vous intéresse. Pour ce qui est de ce webinaire, j'ai 3 messages clés. Tout d'abord, concernant l'expérience du Maroc et qui concerne donc les standards disons, éducationnels des formateurs. C'est très important de les avoir et c'est très important de pouvoir les formaliser, de les évaluer et de voir aussi quelles sont les attentes par rapport aux formateurs. C'est la base d'ailleurs pour faire une évaluation, car si on n'est pas d'accord sur un profil professionnel, comment peut-on après l'évaluer? Donc, il faut avoir ce type de standards pour les formateurs. Et je sais que ces descriptions, disons, de profil des formateurs sont encore défaillantes. Et puis, deuxième message clé concernant l'expérience de la Roumanie et la notion d'auto-évaluation et aussi d'évaluation, disons, extérieure. Mais je dois dire que cette notion de l'auto-évaluation est très importante car c'est pas facile de faire une auto-évaluation et ça aussi, ça enseigne beaucoup à la personne même en réalisant l'auto-formation. Donc, je pense que le fait d'associer une auto-évaluation à une évaluation réalisée de l'extérieur, c'est une façon excellente d'identifier aussi les domaines pour une amélioration possible. Et puis, un autre message clé, toujours concernant l'expérience de la Roumanie, concerne l'évaluation de la performance des formateurs qui s'inscrivent dans une approche qualitative beaucoup plus ample, qui s'inscrit dans un système d'assurance qualité qui comprend et inclut aussi l'évaluation des formateurs, mais pas seulement, et donc qui vise en fait compte l'amélioration finale donc de la formation. Voilà mes remarques en guise de conclusion. Je remercie voilà vous tous pour votre participation. Merci beaucoup Mounir. J'invite encore une fois tous les participants à continuer la discussion et les échanges sur ces thèmes si importants. Et donc, n'hésitez pas à partager vos expériences sur l'Open Space ETF. Donc, n'hésitez pas à nous joindre sur cette plateforme Open Space de l'ETF. Et voilà, au nom de l'ETF, je remercie les intervenants, les participants, les organisateurs, les interprètes et l'équipe de l'ETF pour le webinaire d'aujourd'hui. J'aimerais aussi donc vous dire que il y a un formulaire de feedback et on vous a envoyé le lien. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre feedback. On vous remercie encore une fois. Et voilà, à très bientôt. On va se rencontrer très bientôt lors de notre prochain webinaire. Et donc, voilà, prenez soin de vous et restez en bonne santé. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci.